Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. On est tout bon ? Pas de pression ou pas ? Si, mais elle va disparaître. Merci beaucoup de me recevoir et de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi ce midi. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Nous allons donc garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Je vais bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes sans trop en dévoiler ? Nous sommes dans la ville de Marseille. Ok, c'est large. C'est assez large, dans le centre-ville de Marseille, quartier, on en parlera après, où je vis et où je travaille. Ok, c'est bien, c'est simple, c'est clair, c'est net. Je te propose de partir au hasard de la discussion. On a un dé que tu vas choisir dans cette pochette. Et je te laisse le choisir. On a 6 thématiques qui sont l'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Rien que ça. Rien que ça, un petit sujet pour ce midi. Je te propose de tirer le dé et qu'on parte au hasard de la discussion. Tu vois, je t'avais dit à l'avance que ça allait être le numéro 5. Le handicap. Ouais, je vérifie bien, le handicap. As-tu des expériences personnelles qui t'ont aidé à mieux comprendre le handicap ? Alors j'en ai une rigolote. Le handicap, pour beaucoup, c'est quand on parle de... Quand on dit à quelqu'un qu'est-ce qui te fait penser au handicap, il va nous dire rapidement soit la place handicapée, soit la pathologie, soit plein de choses. En fait, pour moi, une des premières fois où j'ai été confronté au handicap, je me rappelle encore, j'étais petit. Et je prenais le bus avec ma mère ce jour-là. Et il y avait une personne très grande qui devait faire plus de 2 mètres dans le bus, qui était sur ses 2 pieds, valide, tout ça. Et elle ne pouvait pas s'asseoir sur les chaises de bus. Et en fait, elle a poussé une gueulante auprès du conducteur en disant « Je suis handicapé par rapport à ce que vous me proposez. Les chaises ne sont pas adaptées à ma posture. » En fait, dès petit, quand j'ai eu cette première vision du mot handicap, pour moi, le handicap n'était pas une maladie ou une pathologie. Le handicap, tout le monde peut être handicapé dans une situation où tout le monde peut aller au-delà de son handicap, avec peut-être plus de volonté selon les handicaps ou plus d'abnégation. Donc voilà, pour moi, le handicap, c'est une inaptitude à une situation. Ok. Pour toi, du coup, le handicap, c'est une inaptitude à un moment donné. Plus ou moins long le moment, et l'inaptitude plus ou moins longue aussi. Et ma deuxième question, du coup, il faut que j'arrête avec les du coup, en fait, c'est drôle. Quelle est la meilleure façon de soutenir une personne en situation de handicap ? Quand tu te revois petit garçon avec cette personne qui ne pouvait pas s'asseoir. Alors, là, ça va être difficile de me revoir petit garçon, mais d'une manière générale, je pense qu'il faut parler avec elle et se comporter avec elle comme s'il n'y avait pas de handicap. Je pense que c'est la meilleure façon de la tirer vers le haut, dans la mesure du possible, évidemment, mais prendre le handicap dans notre façon d'aborder la personne, ça ne fait que rajouter du handicap au handicap, en lui rappelant à cette personne qu'elle est handicapée. Je pense que la meilleure façon, c'est de se comporter avec elle comme si ce handicap n'existe pas. Ok. On en revient, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une notion d'empathie énorme, parce que selon le handicap, des fois c'est difficile peut-être d'y faire abstraction, mais je pense que c'est la meilleure façon pour la personne de se sentir bien avec les autres, et pour la personne de comprendre qu'il ne faut pas qu'il n'y ait de bénéfices secondaires au handicap, et peut-être ça sera plus dur dans certains domaines de faire comme les autres, mais qu'elle y arrivera. Ok, merci. Je te propose de retirer le dé. On part sur une deuxième thématique. 4. La famille. Quelle est la meilleure leçon de vie que ta famille t'ait transmise ? L'amour. Pour moi, la famille, c'est être aimé pour ce que l'on est et non ce que l'on fait. C'est-à-dire que la famille, pour moi, c'est un cocon doré où quoi que je fasse, l'amour que ces gens qui sont ma famille vont avoir pour moi ne va pas augmenter ou diminuer. Alors, ils peuvent être fiers de moi si je réussis X ou Y chose, mais l'amour est inconditionnel dans la famille. Et je crois que c'est la seule sphère où l'amour inconditionnel existe. Et c'est super réconfortant quand ça ne va pas ou quand tu as besoin juste de ne pas parler et de présence. La famille, ça fait du bien pour ça parce qu'on t'aime pour ce que tu es. Et si je te dis famille de cœur ou famille de sang ? Famille de sang.
Famille de sang? Ouais, famille de sang, parce que famille de cœur, je pense on a tous connu des déceptions avec des personnes de cœur, alors que la famille de sang, il peut y avoir des disputes dans les familles. Je crois qu'une famille n'est pas une famille sans des disputes de famille, mais le lien du sang, qu'on le veuille ou non, c'est le lien le plus fort qui peut exister. Oui, donc t'as une belle famille bien soudée. J'ai une belle famille bien soudée où ça peut bien gueuler en repas de famille, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Mais dans la famille de sang, pour revenir à tes expressions, il y a beaucoup moins de part d'ego ou de rancœur ou de toutes ces choses mauvaises qui peuvent altérer nos points de vue sur une personne. C'est beaucoup plus fort. Ok. C'est inconditionnel. C'est inconditionnel. Une dernière question sur la famille. Que t'apporte ta partenaire? Alors, voilà, là on en arrive à famille de cœur ou famille de sang. Pour moi, le partenaire de vie, il peut rentrer dans la famille de sang à partir du moment où, si tu as eu des enfants avec cette personne, ça peut rentrer dans la famille de sang du coup. Donc je la rentrerai complètement dans la famille de sang. Ok. Et je la différencierai pas de frère, ma soeur, mes parents. Inclus dans la famille. Inclus dans la famille de sang. Okay. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Un socle, une bienveillance, un socle. D'abord, la première chose qu'elle m'apporte, c'est tout ce qui peut être les conseils de vie, le partenaire de vie, voilà, avoir une vision différente de la sienne, mais qui va être tout aussi importante que notre propre vision. Et puis, elle m'apporte réconfort, un moment de vers le haut, je pense. Super. On se fait un troisième tirage de dés. Allez, juste pour revenir juste sur ce point, je fais juste un petit point. Pour moi, le partenaire de vie, il est très important et une pièce qui est encore plus importante dans la maison, c'est le lit. Parce que au moment du coucher, c'est là où les discussions sont les plus profondes, où elles sont le plus naturelles et avec aucun parasite. Et c'est dans ces moments-là que les conseils de vie peuvent être les plus puissants, ouais, pertinents. Ok. 2. Le travail. Ah. Alors j'en ai plusieurs. Ta place du travail dans ta vie. Alors, est-ce qu'on peut travailler sans avoir de famille? Est-ce qu'on peut avoir une famille sans travailler? Comment dire? Pour moi, le travail est une place super importante dans la vie. Difficile d'y répondre. La place est super importante, okay. Mais s'il n'y avait que le travail, ma vie serait insipide. Okay. Donc je pense qu'elle prend même la plus grande place actuellement, d'un point de vue timing. Mais s'il n'y avait que le travail, ça serait juste insipide. Okay. J'ai une citation qui me revient qui disait... Attends, je ne sais pas si je vais l'avoir, peut-être tu vas couper ça. Ou pas. C'est ça qui est c'est une citation de Baudelaire. Je ne l'ai plus explicitement, au mot à mot. Mais en réalité, elle disait que travailler est moins ennuyeux que s'amuser. Et je trouve que dans cette citation, il y a beaucoup. Parce qu'en réalité, si on ne faisait que s'amuser, on s'ennuierait. Si on faisait que passer du temps en famille ou si on faisait que profiter de nos loisirs, on s'ennuierait. Et le travail permet de reprendre goût aux autres choses de la vie. Ok, comme un équilibre. Comme un équilibre. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail? Ah mais attends, ça va être difficile de répondre à cette question, toi qui connais mon métier, sans dévoiler ce que je fais. Il va falloir être très macro. Alors attends, ce qui me motive le plus, c'est... les gens qui vont écouter ce podcast pour la première fois ne comprendront pas la réponse, que les gens ne viennent pas me revoir trop rapidement. Ok, je pense que les gens vont comprendre à la fin de l'épisode. Donc voilà, ce qui me motive le plus, c'est de ne pas revoir les personnes avec qui je travaille. Ok, quoi que tu es très agréable, mais tu ne peux pas les revoir. Je ne veux pas les revoir. Okay. Pas trop tôt. As-tu un mentor ou une personne qui t'inspire dans ton domaine? Non. Énormément, oui. Je pense qu'avoir un seul mentor, c'est super dangereux parce qu'il ne faut pas se tromper déjà. Et c'est dommage d'en avoir qu'un seul quand on peut avoir beaucoup d'influences différentes qui peuvent jouer sur nous. Tu en as quelques-uns, ils sont spécifiquement liés à ton domaine d'activité ou ils sont éparpillés un peu? Si on se consacre que sur mon travail là? Oui. Sur mon travail, ils sont spécifiquement liés à mon domaine d'activité. Maintenant, dans ce que je peux véhiculer dans mon travail, non. Est-ce que tu peux me donner 2 exemples, de ce que tu peux véhiculer et dans ton domaine? Ça donnera quelques indices, mais on verra. De mentor? Ouais, de mentor. Alors, le premier modèle, ça n'a pas besoin de mettre de nom, ça a été la personne qui m'a formé dans mon métier. Donc, ça a été en fait la première personne qui m'a appris les premiers gestes de mon métier. Bon, je pense que c'est un mentor pour tout le monde, quoi. Quand on est candidat dans un métier et qu'on a une personne qui nous prend sous son aile, on la regarde avec des yeux de l'amour. Un peu facile, mais je pense que tout le monde l'a comme mentor, cette personne-là. Si je devais te donner un deuxième modèle de mentor qui j'essaie d'agir, qui influe sur moi, alors c'est nul comme réponse, mais je vais te dire toutes les personnes de ma famille. Ok. Pourquoi c'est nul? C'est pas si nul que ça. C'est plus banal. Ouais, je suis pas sûr.
Je pense qu'il n'y a pas besoin d'admirer une personne pour l'avoir en mentor. Je pense que cette personne-là, si on a de l'amour pour elle ou si elle nous inspire, être inspiré par quelqu'un ne veut pas dire l'admirer. Ok. Donc c'est prendre quelques parties d'elle, du coup. Exactement. Et je pense que les personnes qui m'inspirent le plus, C'est très joli. À quoi ressemble une journée de travail idéale pour toi? c'est difficile, hein? Et la journée de travail idéale, elle passe déjà par, au préalable, un moment en famille. Matin, ça peut être court, hein. Travailler toute la journée. Je suis pas, quand je travaille, par contre, je travaille vraiment, vraiment. J'ai pas forcément besoin de moments de pause ou quoi pendant toute ma journée de travail. Par contre, pour qu'une journée de travail soit optimale, il faut qu'elle s'arrête à 19h, dans ces eaux-là, dans les horaires classiques, pour après reprofiter De la famille. de la famille. On y revient à On l'équilibre. revient à la famille. Ouais, on y revient à l'équilibre. Je te propose de passer à la phase suivante qui est le texte à trous. Ah, pas de dé. Non, pas de dés. Je commence les phrases, tu les termines. Ok. L'art de la simplicité, c'est... Le naturel. Ok. Je pense qu'on peut tous chercher à être sophistiqués, que ce soit vestimentairement parlant, dans notre langage. Mais je pense que le naturel, c'est là où on est le plus simple et là où on est le plus performant. Tu vois, là, par exemple, on échange. J'aurais pu essayer d'employer des mots super compliqués, mais en fait, ça n'aurait pas été moi. Et je pense que j'aurais été moins performant que véhiculer ce que j'ai envie de te dire avec mon langage. Et ça tombe bien, c'est pas du tout non plus la thématique du podcast. Non. Mon principal objectif dans la vie est... Qu'on se rappelle de moi en bien, facile, mais c'est surtout que les gens autour de moi soient heureux. Ok. Les gens autour de moi soient heureux. Si je suis heureux dans un monde de malheureux, je vais être malheureux. Alors que si je suis malheureux dans un monde de gens heureux, probablement que je serai beaucoup moins malheureux déjà. Ok. Donc c'est faire le bonheur de tes proches, Ouais. des gens autour de toi. Et des gens que tu n'as pas envie de revoir non plus. Ah ah. À mon avis, la plus grande preuve d'amour, C'est le pardon. C'est le pardon. Parce que dans le pardon, il y a plein de choses qui sont regroupées. Il y a déjà faire un pas vers l'autre. Il y a la notion d'ego qui est mise de côté. Il y a la notion de compréhension du discours de l'autre, que ce soit dans quel que soit le combat, que ce soit un débat ou que ce soit quelle que soit la dispute. Mais dans le pardon, il y a un vrai pas vers l'autre de lui dire... c'est une façon de dire je t'aime, quoi. c'est joli. Ou du moins, j'ai encore envie de t'avoir avec moi. C'est très joli. J'ai... J'-I. Ouais. Ah, attends, elle est dure là, ta phrase à toi. Elle est dure, ouais. Ah, c'est pas la phrase, c'est le mot à trous. Étant donné qu'il est midi 27 et que j'ai faim. Elle est belle celle-là. Elle est nulle, alors franchement. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. La personne qui sera inspirée par cette phrase, c'est qu'elle regarde le podcast aussi entre midi et 13h et qu'elle se dit mince, j'ai oublié de manger moi aussi. J'ai faim. J'ai faim, ouais. Ok, tout simplement. On passe à la prochaine étape qui est la question d'un inconnu. Chaque inconnu pose une question au prochain ou à un inconnu. Merveilleux. Je vais donc te poser la question d'une de mes précédentes invitées qui est où te verrais-tu dans 10 ans? Alors pour moi, le où, il dépend du avec qui, clairement. C'est-à-dire que tu me dises que je suis encore à Marseille, parce que voilà, je l'ai dit, je vis à Marseille, ou que je suis en Corse, ou que je suis dans un autre pays. Si tu me donnes l'info comme ça en me disant voilà, j'ai une baguette magique, je te dis où tu es dans 10 ans, tu es en Thaïlande. En Thaïlande, c'est un peu loin. Peut-être que là, ça me fera quelque chose. Mais si tu me dis dans 10 ans, tu es à Bordeaux, je te le promets, l'info pour moi, elle est tellement incomplète qu'elle me fera rien. Ok. Alors que si tu me dis dans 10 ans, tu es avec un tel autour de toi, là, ça me fera quelque chose de beaucoup fort. Et tu te verrais avec qui dans 10 ans? Ah ben voilà, les liens du sang. Toujours. Toujours. J'espère que si tu me dis qu'il n'y en a plus un d'entre eux, c'est que, dû à une dispute, je veux dire, ça me ferait beaucoup, beaucoup de mal de savoir que je peux le perdre par choix, c'est ce que je veux dire. Et puis les liens du cœur, on espère aussi que nos meilleurs amis et que nos très proches vont rester autour de nous. Mais réellement, le avec qui m'importe plus que le voyage en lui-même. C'est pas le voyage qui compte, c'est avec qui on le fait. Peut-être c'est une phrase parce que je suis un ancien scout et que j'ai fait des voyages sacrément pourris en étant scout au fin fond de la France. Mais c'était pas grave parce qu'on était avec des potes et parce que c'était des aventures qu'on vivait ensemble et l'entourage compte beaucoup plus que le lieu. Ok. Je te propose de passer à la prochaine phase qui est le non-sujet. Quel est pour toi le ou un non-sujet, le sujet qui t'énerve quand il arrive sur la table? Politique, religion, je te le mets ensemble. Ok. Généralement, ça fait un bon combo. Ça fait un bon combo, il y en a un qui va se lever de table. Pour moi, c'est des sujets, comment dire,
c'est des sujets personnels. Alors, ça, on le sait tous, hein, c'est facile à dire, c'est personnel la religion, c'est personnel la politique. Mais pour moi, c'est des sujets qui devraient faire de toi une meilleure personne. Tes croyances divines, tes croyances politiques devraient faire de toi des idéologies qui devraient faire de toi une meilleure personne. Si la personne en face de toi n'a pas complètement les mêmes opinions, le même Dieu, les mêmes croyances ou les mêmes idéologies, c'est dommage de se disputer, d'aller loin dans le conflit, alors qu'au final, cette personne, tu l'estimes et tu l'aimes beaucoup. Quoi, je veux dire, ce que vous partagez, c'est bon, c'est une bonne osmose. Bon, bah, s'il y a des divergences sur l'idéologie ou la vision de X ou Y chose, je trouve ça dommage. On en revient à la notion de pardon. On en revient à la notion de pardon, ouais. Peut-être pas de pardon, parce que c'est peut-être pas pardonner d'avoir une autre idéo ou une autre religion, mais au moins de compréhension. De compréhension. Évidemment, toute proportion gardée dans ce discours. Mais c'est un débat qui, en tout cas, quand tu manges avec des potes ou quand tu manges en famille, en soi, ce débat n'a pas lieu d'être parce que tu sais que tu vas pas convaincre l'autre et tu sais que qui t'anime, ben, il t'aime pour ce que tu. On en revient, il t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. Accepte. On passe à la prochaine phase qui est avant de partir. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas regretter et qu'est-ce que tu aimerais faire? Je ne souhaiterais pas regretter que toutes les disputes qui sont en cours déjà, bon, on a envie de mettre au clair toutes les histoires avec toutes les personnes qui nous entourent, qu'il n'y ait pas de non-dit. Le non-dit. Je ne souhaiterais pas regretter le non-dit. Ok. Parce que je crois que ça nous bouffe tous. On a tous des non-dits, on a tous de la rancœur, on a tous des choses qu'on n'arrive pas à dénouer dans notre cœur pour que notre cerveau y trouve des mots. Et ouais, j'aimerais bien dire les choses autour de moi sur ce que je pense. Ok. Et la deuxième, qu'est-ce que tu aimerais faire? En plus. Je pense que c'est dans ces moments-là du compte à rebours que tu fais des choses qu'en fait, bon, bah, tu vas regretter. Non, pour revenir à ta toute première question, je vais bien. Donc, s'il me restait quelques jours, quelques mois à vivre, j'espère continuer à aller bien. Donc, je ne change pas la recette. Ok. Même si en pratique, si tu me dis qu'il reste quelques jours, je pense que c'est possible que j'arrête de travailler et que je parte en voyage. Leçon de vie. Quelle est la leçon de vie que tu aimerais partager? L'empathie. L'empathie? Alors, tu parles d'une expérience de vie ou d'une qualité de quoi, Une leçon de vie, ça peut être une expérience, ça peut être quelque chose pour toi qui est important et que tu aimerais partager. Ouais, l'empathie. Mais attends, je cherche une histoire pour essayer de documenter ce que je veux dire. Attends, laisse-moi réfléchir parce que je pense que je peux avoir une histoire sympa. Faut que je l'ai. Faut qu'elle revienne. Qu'elle revienne. Non, tu vois, il n'y a rien qui me vient, mais je te dirais l'empathie. C'est nul. Non, c'est pas nul. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus important? Parce que je pense que l'absence d'empathie, c'est ce qui peut complètement brimer une personne. L'acceptation de l'autre, bon, on y revient. Mais je trouve que l'empathie, l'absence d'empathie du moins, c'est ce qui peut complètement faire changer une personne avec nous, ou même la brimer intérieurement. Et dans les deux sens, pour la personne qui n'est pas empathique et la personne qui ne reçoit pas d'empathie de la part des autres. Ouais, tout le monde est perdant dans cette relation s'il n'y a pas d'empathie. Et comment toi tu fais pour justement être empathique au jour le jour? Est-ce que tu as des... C'est naturel? Est-ce que des fois tu le travailles, des fois où tu vois quand ça va pas, où tu te dis non là... Alors c'est naturel parce que j'ai aucun problème avec ce qui est différent de moi, avec les divergences. J'ai aucun problème avec ça. Donc je peux complètement accepter qu'une personne soit complètement différente ou ait un point de vue différent. J'ai une ouverture d'esprit sur ça. Donc c'est complètement très naturel. Après, ça se travaille. Je pense qu'il faut un lâcher prise quand même, qu'il faut une acceptation, probablement même une résignation. Mais je trouve ça merveilleux, la qualité de l'empathie. Je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un quand il est empathique. Ok, merci beaucoup. On passe à la phase suivante qui est la question à un inconnu. C'est à ton tour. Merveilleux. Alors attends, on va mettre quelqu'un dans l'embarras. Ah non, même pas, je sais, voilà, à toi de me dire. Il faut que ce soit une question ouverte ou non, pas forcément une question, celle qu'on veut. C'est la question qui te vient là, et que tu aimerais poser et que je vais poser à un inconnu. Si tu avais un super-héros, lequel serait-il? Si tu étais un super-héros, quel serait ton pouvoir? Formulé comme ça. Si tu étais un super-héros, quel serait ton pouvoir? Ok. Il ne faut pas se baser sur les super-héros qui existent. Ton pouvoir peut être... Je ferai aussi les commentaires off. Okay. Ouais, voilà. Merci beaucoup. On passe à la phase suivante qui est le titre de l'épisode.
J'ai pris le parti de laisser mes invités choisir le titre de notre épisode, Ouais, de notre échange. Est-ce que tu peux me donner 2 mots ouais. sur ce que tu viens de me raconter et sur ce qu'on vient de vivre pour le titre de notre épisode? Bienveillance, un échange bienveillant. Un échange bienveillant? Tu les as les deux mots. Allez, parfait. C'est dans la boîte. On passe à la dernière question. Et la dernière question de ce podcast est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Alors, je vais commencer par mon métier, parce qu'au moins ça répondra à l'interrogation de tout à l'heure. Je m'appelle Johan, déjà mon prénom quand même n'est pas plus important, et je suis médecin généraliste à Marseille. J'ai 35 ans, je suis en couple avec un enfant, un bébé d'1 an et demi, qui fait mon bonheur tous les jours. Et voilà, j'ai cette chance d'être né à Marseille et de vivre à Marseille. Donc on en revient à la notion de la famille, c'est vrai qu'on est toute la famille à Marseille, c'est pour ça que la famille est assez présente dans toute la discussion. Voilà, donc je suis médecin généraliste depuis maintenant 10 ans, installé dans les 8e. Et voilà qui je suis. Voilà, je peux enfin expliquer pourquoi je suis satisfait lorsque je ne revois pas les gens avec qui je travaille, parce que du coup ça veut dire qu'ils vont mieux. Alors au début, quand j'ai fait médecine, donc j'avais 18 ans, c'était pas vraiment je peux pas dire que c'était une vocation. Je rêvais pas petit d'être médecin, de sauver des vies. Non, non. J'aimais la médecine, j'aimais le corps humain, j'avais un esprit scientifique, donc je me suis dit pourquoi pas médecine. Surtout que quand moi je faisais médecine, il y avait médecine, dentaire, kiné, sage-femme, tous ces métiers-là, c'était encore ensemble. Donc je me suis lancé dans cette voie-là, avec quand même une préférence pour la médecine, évidemment. Et puis après, c'est au fur et à mesure de mes études en médecine, parce qu'on fait beaucoup de stages à l'hôpital, que j'ai commencé à adorer donc la médecine, mais aussi le corps humain et aussi le patient. Donc cet échange. Ouais, le patient. L'empathie. On en revient. Donc mot patient qui vient non pas de patient parce que les patients attendent, mais de pathos qui veut dire souffrance en grec. Donc j'ai commencé à me sentir, ça fait bizarre de dire que je me sentais bien avec des personnes qui souffrent, mais j'ai commencé à trouver ma place en tout cas dans ce rôle-là de médecin. Puis après, arrivait la question de la spécialisation ou pas. Et je mets beaucoup médecin général, la médecine générale, parce que ça associe la médecine, donc que j'adorais, à ce côté social et entier de la personne. Suivre les gens, être médecin de famille, connaître les enfants quand il y en a, ou les conjointes quand ils arrivent dans la vie de certains, les hauts et les bas des vies de chacun. Et l'association de la médecine associée à ce côté social m'a plu. Là c'était quoi, on ne peut pas plus parler de vocation parce que ça arrivait au fur et à mesure, mais en tout cas c'était un amour réel pour ce métier. Tu t'es senti aligné? Complètement. Pour rien au monde, je changerais de métier. Est-ce que tu as un souvenir ou putain, j'ai pas le mot qui revient, un fait ou un truc marrant à nous raconter en tant que médecin? C'est un truc qui t'a fait, toi, donner la banane? Alors j'en ai plein. Tiens, on va faire un jeu. Tu vas lancer toi le dé. Si c'est un nombre pair, tu auras une histoire un peu potache de médecin, ce qu'on appelle l'esprit carabin. Si tu as un nombre impair, tu auras une histoire un peu plus édulcorée. Ah, j'adore. Oh, l'histoire édulcorée. 3. Tu veux que je retire pour avoir un... Tu veux toi retirer? Après, il n'y a pas la caméra, on peut dire que tu fais 4 dans tous les cas. 1. 3 plus 1. 4. Allez, c'est bon, 4. Non, attends, okay, l'histoire 2 fois d'affilée. Tu auras l'histoire édulcorée. C'est ça. Bon, les anecdotes de médecins, elles sont souvent dans le domaine des urgences. Très souvent. Non, j'ai travaillé aux urgences et quand on travaille aux urgences, il se passe tellement de choses en une journée. En réalité, il se passe 3 journées en une journée. Donc, il se passe plein de choses, on vit aux urgences. On vit dans l'hôpital quand on travaille aux urgences. Et dommage, j'étais sur l'histoire potache, mais non, on l'aura pas. Non, on l'aura pas. On n'a pas besoin de faire tes yeux de chat. Laisse-moi chercher, j'en ai plusieurs, mais il y en a qui sont un peu trop, soit sans intérêt, soit un peu trop... Ouais, je comprends. Un peu trop trash. Un peu trop trash. Pas le but du podcast. Quelque chose de rigolo, quelque chose qui t'a ému, tu vois. Et si tu arrives à me trouver un truc un peu potache, émouvant... Ça va venir, t'inquiète, j'en ai beaucoup d'histoires. C'est rigolo. Ça va être une histoire sur... Quand on est médecin, des fois on ne se rend pas compte et on peut marquer les gens. Pendant 1 an, j'ai travaillé à Ajaccio. Et donc, à Ajaccio, les hôpitaux, ils sont top, mais il n'y avait pas de réanimation pédiatrique. Donc, quand il y avait besoin quand il y avait un cas qui nécessitait de la réanimation pédiatrique, on prenait l'hélico, on faisait
l'hôpital de la Miséricorde d'Ajaccio jusqu'à la Timone en avion et on déposait le patient, l'enfant du coup, en réa péd à Marseille. Okay. Et donc je travaillais à Ajaccio et puis on avait un cas de réa pédiatrique et donc on appelle la Timone où ils transfèrent le nous. Donc dans la nuit, on fait l'aller-retour Marseille-Ajaccio, on laisse le gosse, Ajaccio-Marseille. Ce qui est important, c'est que pour l'histoire, dans l'hélico, il y avait le conducteur de l'hélico, le pilote, le médecin, un autre médecin, moi-même, la mère du gosse et moi, et le gosse. Ok, on fait le transfert, ok, tout se passe bien, tout ça. On rentre à Ajaccio, on prend des nouvelles, bon, tout va bien. Ok, la vie se passe. Moi, j'étais incapable de remettre le visage de la maman, parce que j'étais vraiment focus sur le gosse, et bon, j'étais vraiment focus sur le gosse. Le temps passe, 2 ans passent, et 3 ans même, donc je revis sur Marseille. Et puis un jour, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit « Ah, viens, il y a une soirée privée, un tel, t'arrives, tu dis que tu fais partie des... » Quoi, c'était les coiffeurs du Sud. « Tu fais partie des coiffeurs du Sud à l'entrée, et on te laisse rentrer, tout ça. » Ok, cool. J'arrive. Donc c'était 3-4 ans plus tard. Hein. Et donc j'arrive et « Oui, bonjour, je fais partie des coiffeurs du Sud. Je rejoins la soirée. » Il se trouve que la dame à l'entrée, c'était la maman du gosse qui avait depuis emménagé à Marseille. Et qui me regarde, qui fait « Mais docteur, vous êtes devenu coiffeur ?» Et alors, je me suis senti juste Con. Alors, surtout que sur le moment, je ne la remettais pas complètement. Non, je ne la remettais pas. Donc, j'ai bégayé. Je suis coiffeur. Non, je ne suis pas coiffeur. Excusez-moi. Reconversion professionnelle. Reconversion, ouais, non, j'ai tout avoué. Je dis non, je ne suis pas coiffeur. Et après, j'ai parlé avec elle dans la soirée. Et voilà, son enfant va bien et tout va bien. Mais c'est fou, comme tu vois, des fois, en essayant de vraiment bien faire ce que tu sais faire, que ce soit dans ton travail ou dans la vie perso, tu peux marquer les gens en faisant bien ce que tu as envie d'essayer de faire et sans en faire plus. Et rassure-moi, elle t'a fait rentrer. Ouais, je suis rentré. J'ai même pas payé pour te dire. Ah ouais. Ah ouais. La classe. Ah, la classe. Est-ce que tu as une autre anecdote qui te revient? Alors là, on est sur des potages. Donc non, il n'y en aura pas de potage. Il y a eu trop de nombres impairs à la suite pour avoir une histoire de potage. Ce qui est bien, c'est que tu es réglo. Hein. Ah, je suis réglo. On triche pas, c'est bien. On triche pas. Tu sais, après, quand on est médecin, en réalité, chaque personne est une histoire et avec chaque journée, en réalité, il arrive des choses qui peuvent être exceptionnelles. Difficilement racontables parce que c'est le quotidien et parce que tu es content pour les gens quand, tu vois, quand une dame n'arrivait pas à avoir un gosse et que d'un coup tu apprends qu'elle est enceinte, c'est une super nouvelle, ou quand quelqu'un est triste dans sa vie pour x, y raison et qu'il vient te voir pour te dire je vais bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça se raconte pas parce que ça se vit, quoi. Ça se vit, ouais, exactement. Sur le rapport humain et ouais. L'importance de faire du bien autour de toi, quoi. Ouais, alors là, pour le coup, c'est bien souvent pas moi qui le fais, tu vois, mais l'important de savoir que les gens qui sont autour de toi vont bien, c'est chaleureux. Ok, joli partage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, rien à rajouter. En carte libre, non. Le bonheur, c'est savoir se contenir de ce qu'on a, pas besoin d'en faire plus. C'est pas mal ça. Ouais, c'est chouette, bon rajout. Je te propose de terminer cet épisode. Merci Johan pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Johan. Je vous invite à partager, commenter, liker. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Merci Johan. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode de l'inconnu, avec un nouvel inconnu, source d'inspiration. Bonne journée. Bonne journée et bon appétit.